Moi, je suis Morgane, je travaille chez Zephyr et alors FEDASIL a lancé il y a peu de temps ce qu'on appelle un projet d'activation des demandeurs de protection internationale, c'est-à-dire qu'ils ont brassé pour savoir quelles associations pouvaient rendre un projet pour permettre aux demandeurs d'asile de s'activer, on va dire, sur le marché du travail. Donc nous, on a rendu un projet qui s'appelle Travail, Réseau, Emploi, Compétences. C'est une formation d'insertion socio-professionnelle à destination des personnes étrangères ou d'origine étrangère, en gros, des demandeurs de protection internationale. Zephyr, en fait, on est basé sur le territoire de la Basse-Meuse. Donc, on est la principale initiative locale d'intégration. Donc, la Basse-Meuse, j'imagine que beaucoup de personnes connaissent, territoire rural, semi-rural. Nous, on est agréés par la région wallonne pour dispenser des cours de français langue étrangère. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et de citoyenneté. De citoyenneté, en gros, c'est comment ça fonctionne la Belgique. C'est un État fédéral, les communes, les régions, blablabla. C'est très compliqué, oui. Oui, même pour nous, quand on le dispense. Oui. Des activités d'éducation permanente. Et alors, on a deux grands axes dans l'éducation permanente. C'est le droit des femmes migrantes et la convergence entre les luttes sociales et les luttes écologiques. Voilà. Et à côté de ça, on donne des formations de FLE à visée professionnelle. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus loin, ce que c'est le FLE à visée professionnelle, et avec une formation qui s'appelle ELBOS, qui est du FLE à visée professionnelle, mais à destination uniquement des femmes migrantes. Le groupe cible chez FEDASIL, là, on a eu l'appel à projet chez FEDASIL pour dispenser 5 sessions de formation en 2024. Notre groupe cible chez FEDASIL, ce sont des personnes qui ont plus de 18 ans, moins de 60 ans, qui possèdent un niveau de français minimum A1-2. C'est quoi un niveau de français minimum A1-2? C'est-à-dire qu'ils peuvent vous parler, je m'appelle Morgane, j'habite à Liège, j'ai 2 enfants, je suis éducatrice, je travaille chez Zephyr, blablabla, mais qui peuvent aussi répondre à vos questions qui sont tout aussi simples. En gros, si vous leur demandez, je suis désolée, je ne vais pas limiter votre travail, mais si vous leur demandez d'aller ramasser quelque chose dans votre champ, elles peuvent tout à fait le comprendre et vous répondre. Comprendre les outils, c'est ça en fait, le niveau A1-2. Prête à s'investir de manière active. Pourquoi de manière active? Parce que ce sont des formations de 8 semaines, très intensives. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 8 semaines? On fait du FLE orienté métier en lien avec les entreprises de la région. C'est quoi du FLE orienté métier? Un cours de français, quand vous apprenez une langue, vous l'avez apprise à l'école ou vous l'apprenez encore, je ne sais pas pourquoi, pour voyager. En gros, on vous demande de vous présenter, de trouver un magasin, un cinéma, ce genre de choses. Du FLE orienté métier, c'est j'apprends à me présenter pour un travail. Il est individualisé et il est collectif. Collectif, c'est la présentation. Individualisé, moi j'ai travaillé dans une banque, je veux le vocabulaire lié à la banque. J'ai travaillé dans l'agriculture, je veux le vocabulaire lié à l'agriculture. J'ai travaillé dans la communication, le vocabulaire lié à la communication. Ça, c'est ce qu'on fait. En lien avec les entreprises de la région, pourquoi? Comme Bérénice l'a dit, on a des centres qui sont souvent en milieu semi-rural. C'est-à-dire, vous prenez le centre de Glon, je pense qu'il y avait un monsieur qui venait de Glon tout à l'heure. Le centre, les transports en commun, ce n'est pas évident. Donc, pourquoi en lien avec les entreprises de la région? Parce que les personnes qui sont dans les centres n'ont pas souvent un permis de conduire. Si elles ont un permis de conduire, il n'est pas reconnu, il n'est pas validé ici en Belgique. Donc, il faut qu'elles se déplacent en transport en commun. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester en fait un peu comme vous dans la ceinture alimentaire, dans quelque chose qui est local. On a un accompagnement socio-professionnel collectif et individualisé qui est dispensé par une agence intérim qui s'appelle Randstad. Qu'est-ce qu'ils font chez Randstad? C'est quoi un contrat de travail? C'est quoi un contrat de travail à durée indéterminée? Indéterminé, saisonnier, intérim. C'est quoi un règlement de travail? J'ai des devoirs, mais j'ai aussi des droits. Si j'ai un problème sur mon lieu de travail, je fais quoi en fait? Je dois m'en aller. Voilà, c'est tout ça qu'on apprend. On a un module d'initiation à l'informatique et aux outils numériques qui est adaptable en fonction des compétences des personnes. On fait des conférences, des témoignages, une visite d'entreprise. Pour vous donner un exemple, la dernière formation qu'on vient de faire, les gens ont décidé d'aller visiter la siroperie d'Aubel. Pourquoi? Parce que notre formation se donne à viser. Aubel, quelque chose marche à Aubel, en fait. On fait du sirop. Et donc, c'était génial parce que c'était la production, sauf qu'on a été un peu déçus. On pensait qu'on allait enlever les pommes et les poires, mais non, ça, c'était un petit peu plus loin. Donc, on transformait. Il y avait le côté administratif. Donc, il y avait vraiment, c'était un peu une success story pour les personnes qu'on accompagnait à l'échelon très local.
Des ateliers de médiation culturelle, ben, ça ressemble un peu, comme je vous l'ai dit, à la Belgique, État fédéral, blablabla, très compliqué. Et un module de formation autour de l'emportement féminin, mais ça c'est uniquement pour les groupes qui sont en non-mixité, parce qu'on accueille aussi des groupes en non-mixité, parce qu'on se rend compte que la migration féminin, c'est très différent de la migration masculine. Qu'est-ce qu'on organise aussi? On organise des job days. Comme je vous l'ai dit, on travaille dans quelque chose qui est local. Donc l'idée c'est, nous en début de formation, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre les personnes. Toi, tu as fait quoi? Tu viens du Mali. Tu as travaillé dans une banque, tu arrives en Belgique. Est-ce que tu penses que tu vas travailler dans une banque en Belgique? Non, je ne pense pas, l'euro, je ne connais pas très bien. J'ai envie d'être assistante sociale, exemple. Oh, moi j'ai travaillé dans l'aviation, je ne veux plus faire ça. Donc l'idée, c'est que chaque personne qu'on rencontre, à un moment donné, définisse le profil qui lui corresponde le mieux. Et nous, on va prospecter les entreprises, mais pas que les entreprises, les petits indépendants aussi. Mais voilà, moi je cherche quelqu'un pour venir travailler chez moi, pour faire de la traction, je n'en sais rien, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut vous faire les rencontrer? En sachant, et ça j'attire votre attention là-dessus, qu'à un moment donné, ce qu'on pense d'une personne qui travaille n'est pas tout à fait. Donc on s'est déjà retrouvé dans des situations où, par exemple, vous allez parler à quelqu'un, vous prenez quelqu'un en stage, et en fait, vous allez revenir vers moi et me dire, la personne, elle ne me regarde jamais. Elle ne me regarde pas, en fait, elle ne m'écoute pas, elle s'en fiche de ce que je lui raconte. Mais non, pas du tout. C'est juste que dans son pays d'origine, vous regardez, c'est pas respectueux. Donc, en fait, on fait tout ce travail de médiation pour que ça marche aussi bien pour vous que pour les personnes qu'on accompagne. Et donc, dans l'idée de cette job day, donc, il y a toujours l'idée de mobilité, l'idée de local, et l'idée aussi pour les personnes qu'on accompagne, en fait, de mettre en place les outils qu'on leur a appris, la présentation, le CV, tout ce genre de choses. Qu'est-ce que nous, on attend comme résultat dans notre formation? Entre la fin de la formation et un délai de 18 mois, c'est que 50% des personnes, donc une personne sur deux, trouvent une carrière active. Carrière active, on entend CDI, CDD, saisonnier, intérim, stage. Des carrières qu'on appelle progressivement actives. C'est-à-dire que quand les gens ont obtenu un statut de réfugié, ils ont le droit de bénéficier de l'aide sociale. Entre le moment où ils bénéficient de l'aide sociale et le moment où ils arriveront sur le marché de l'emploi, on estime qu'il y a 18 mois qui peuvent s'écouler. 50% d'une formation qualifiante par la suite à amener à l'exercice d'un métier, ça j'imagine que tout le monde voit, plus la participation à la validation des compétences. La validation des compétences, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça touche beaucoup de métiers qui sont pratico-pratiques, manuels, je vais dire. Le problème des personnes qu'on accompagne, c'est souvent la langue. Parce que ce genre d'examen, manuellement, ils savent le faire, mais en fait, les phrases sont tellement tournées, même pour nous, à la limite, c'est une négation pour arriver à quelque chose, qu'il faut les préparer au niveau du français. Je reviens sur le français, sur lequel je ne suis pas beaucoup intervenue. En Belgique, il ne faut pas être C1 pour travailler dans beaucoup de secteurs. Ma collègue qui est là derrière et qui se fait toute discrète, quand je l'ai engagée, elle provient d'Ukraine, elle avait un niveau B1 pour un poste d'administration. C'était suffisant. Aujourd'hui, en Belgique, on demande souvent des niveaux très très importants de français qui ne sont pas nécessaires pour comprendre les tâches. Si la personne comprend les tâches, c'est les effectuer. Il n'y a pas besoin d'un papier qui dit qu'elle est B1, B2, C1, ça suffit. Ce qui est important, c'est ce qu'elle est capable de faire. Et souvent, au niveau du français, on surestime les nécessités, alors que c'est... Enfin voilà, ce n'est pas nécessaire. Au niveau du suivi post-formation, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme je vous l'ai dit, on fait la création d'un réseau d'entreprises tout au long de la formation en lien avec les filières des stagiaires. Donc, on respecte au maximum leur choix. Il faut savoir que l'équivalence des diplômes pour les personnes qui viennent de l'étranger est très difficile à obtenir. Donc, on doit souvent les rediriger vers d'autres secteurs, toujours en lien avec le territoire. Ça, c'est très important aussi, nous, pour de travailler à l'échelle locale. Et on s'inscrit dans la durabilité. Nous, qu'est-ce qu'on entend par durabilité? Elle a une dimension sociale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on leur apprend leurs devoirs, mais il y a aussi des droits. Les droits, c'est les conditions de travail. Non, travailler 14 heures par jour pour toucher 5 €, il faut arrêter à un moment donné. Ils ont le droit à la formation, ils ont le droit à des procédures en cas de problème sur le lieu de travail, ils ont le droit à acquérir des outils. Enfin, tout ce genre de choses permet en fait pour nous d'avoir un travail durable et de rester au même endroit le plus longtemps possible.
Là, j'en viens peut-être à ce qui vous intéresse le plus. Oui. Le recours aux demandeurs d'asile pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre agricole. L'agriculture, on s'en rend compte, c'est un des secteurs qui est le plus facilement accessible pour les personnes issues des migrations. C'est eux la majorité, en fait, de la main-d'œuvre agricole en Europe. Moi, je me suis limitée à faire des recherches sur l'Europe. En cause, pour moi, de ce que j'ai cherché, c'est la difficulté pour les exploitants, producteurs, productrices, agriculteurs, agricultrices, de trouver des travailleurs nationaux. Pourquoi? C'est un travail qui est pénible. Aujourd'hui, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont encore dans une poissonnerie, dans une boucherie ou dans une boulangerie indépendante et pas dans un supermarché. Qui travaille là? Des personnes issues de l'immigration. 80% du temps, vous allez avoir un boucher qui est d'origine arabe, je vais dire ça comme ça, un poissonnier, parce que c'est un travail qui est pénible et les personnes belges ne font plus ce genre de travail. Ce sont des personnes du coup qui sont flexibles et vulnérables, et ce sont des personnes qui sont des candidates essentielles pour des conditions de travail défavorables. On constate, à nouveau, je veux être très respectueuse de ce que vous faites, on constate que le développement des grosses structures agricoles centrées sur la compétitivité et donc la réduction des coûts s'accompagne de la paupérisation de votre secteur, mais aussi des travailleurs d'origine étrangère, et donc l'érosion de leurs droits. Issus des 4 coins du monde, les demandeurs et demandeuses d'asile qui ont une expérience dans l'agriculture au sens large ont développé des savoir-faire spécifiques dans des territoires que moi je qualifie de résilients. Quand il fait 45 degrés en Afrique, ou qu'il fait 45 degrés en Afghanistan, et qu'on arrive encore à faire pousser quelque chose, j'imagine que le territoire est un peu résilient, ou alors la personne qui le cultive est résiliente. C'est là, pour moi, qu'il me semble qu'il y a également quelque chose à faire entre leur savoir-faire spécifique et la culture ici en Belgique. Les personnes que nous rencontrons dans les centres sont également preneuses de formation, qui peuvent leur permettre d'accéder à un emploi qui s'inscrit dans la durabilité, comme je l'ai cité, avec des conditions de travail décentes, s'inscrivant dans la durée. Chez Zephyr, donc la SBL, nous créons de manière continue un réseau d'entreprises, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi autour d'associations. Je pense ici à l'école d'horticulture, à Sinorodon, qui fait de l'agroécologie, de l'attraction animale. Comment est-ce qu'on dit avec un âne? Oui, mais avec un âne, ça porte un Assine, c'est pas ça? Voilà. De venir à Marchin, qui en fait peuvent permettre aux gens à un moment de se former. C'est ça quand je dis 50% de formation qualifiante, ce n'est pas uniquement des gens qui vont couper pendant 2 mois et qui vont en plus abîmer vos arbres, c'est des gens qu'on peut former, oui. Je me dépêche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le secteur agricole est un secteur où les tâches peuvent s'avérer pénibles et où le salaire peut se révéler peu attractif. Donc, comme je dis, Didi, pour commencer, un secteur où l'on trouve beaucoup de personnes issues des migrations qui peuvent être exploitées. Ça, c'est pour l'aspect négatif. Mais le secteur peut aussi se révéler également attractif pour ces personnes. À l'âge adulte, l'intégration passe avant tout par le travail. Nous ne parlons pas ici d'une injonction étatique, mais d'un besoin essentiel pour les personnes que nous accompagnons. Il me semble que si nous construisions une action commune entre les acteurs et les actrices de l'alimentation durable et les filières courtes et le secteur de l'intégration sans slash, cela nous permettrait d'assurer le respect des droits des travailleurs et travailleuses, de la terre et de la souveraineté alimentaire.